aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Combien de républiques? Et puis j'aurai un certain nombre de questions à vous poser naturellement. Oui, alors cette Asie centrale, je dirais, ce n'est pas un fantasme, mais c'est un mythe géographique qui est réel. C'est un très grand emplacement au centre du continent asiatique. Et c'est un continent, c'est une réalité géographique, cette Asie centrale, qu'on perçoit des moments au travers de légendes, de grands personnages historiques ou de mythes, puisque quand on parle d'Asie centrale, on pense tout de suite à Alexandre le Grand, Voilà. on parle tout de suite à Marco Polo, on pense tout de suite aux routes de la soie, qui sont aussi un grand émerveillement de la part des Occidentaux. Et ça faut comprendre qu'aujourd'hui, Xi Jinping en Chine remet en place cette logique de route de la soie, Oui, tout à fait. mais pas Depuis des années. sous des considérations apaisées, paisibles, cordiales, mais pour réorganiser cet immense territoire qui est au sud de la Russie et au nord de la Chine, et qui est en articulation avec l'Europe occidentale par ailleurs, et mettre en place tout un réseau d'infrastructures routières et ferroviaires, alors que dans la région, il y a beaucoup de montagnes qui dépassent les 7000 mètres, mais en passant au nord de l'Asie centrale ou en passant au sud de l'Asie centrale, se mettre en place des axes, des infrastructures internationales d'importance considérable, selon la méthode de Xi Jinping, One Belt, One Road, une route, une région, une route, et donc il y a aujourd'hui toute une réorganisation de cette Asie centrale par la Chine, que les Occidentaux ne comprennent absolument pas, parce que aujourd'hui, majoritairement, cette région de l'Asie centrale est ce que j'appelle un impensé géopolitique. On n'arrive pas à le penser en dehors de nos références mythiques à Marco Polo, Alexandre le Grand et compagnie. Bon, alors, pardon. Plusieurs républiques, est-ce qu'elles ont des points communs sur le plan linguistique et sur le plan religieux, et éventuellement des sources de conflits? Il y a même eu des affrontements et des demandes d'autonomie dans certaines républiques. Oui, alors c'est un ensemble géographique immense, puisque ça doit faire plus de 20 fois la superficie de la France. Et assez curieux, quand vous avez commencé l'interview, vous avez parlé de l'Asie centrale et des républiques soviétiques. Et qu'effectivement, nous, toute la lecture héritée que l'on a de l'Asie centrale, c'est sous l'angle de l'Union soviétique, parce que on pensait absolument pas l'Asie centrale du point de vue chinois. Depuis, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, on le pensait du point de vue soviétique, puisque ce sont les soviétiques qui ont organisé tous les territoires. Mais il y a plusieurs de ces républiques qui ont de fortes populations russophones. Oui, encore aujourd'hui. oui, et pour des raisons évidentes. C'est que ça faisait partie de l'Empire. Bien sûr. Toute cette Asie centrale à connotation soviétique, ça faisait partie de l'Empire. Donc il y avait le Kazakhstan en premier lieu, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, la Kirghizie, il y en a un autre, je me rappelle. Bon, donc ça faisait partie de l'Empire. Et effectivement, pendant toute la guerre froide, on a une lecture soviétique de cette Asie centrale. Aujourd'hui, ça c'est une conception qui est complètement éclatée. Ça ne veut pas dire qu'on l'a remplacée par une autre. Et en tout état de cause, on l'a pas encore replacée sous l'angle chinois. Mais est-ce qu'elles ont comme je vous posais la question, des identités religieuses communes, et y compris linguistiques? Oui, alors d'abord, comme je suis géographe, je vais commencer par la géographie et la topographie et le climat. Alors nous sommes dans une grande région qui est une grande région très continentale à l'intérieur de l'Asie, du continent asiatique, très continentale, avec un climat très chaud en été, très froid en hiver. C'est un domaine de désert, des déserts froids en hiver et des déserts chauds en été. Et puis des quantités de montagnes, si je puis dire, puisque c'est en fait tout le nord des montagnes qui sont au nord de l'Himalaya. Il y a une continuité topographique entre la chaîne de l'Himalaya et les montagnes d'Asie centrale et ce qu'on appelle les chaînes du Tian Shan. Voilà pour la topographie, avec des grandes vallées, bien sûr, qui traversent toutes ces zones topographiques. D'un point de vue humain, c'est effectivement un milieu géographique qui a toujours eu une très grande diversité de population, et du fait même des dispositions topographiques, qui a souvent compartimenté les sociétés, ça fait des montagnes. Donc vous avez une identité par vallée d'une certaine manière, ou une identité selon les steppes, selon les chaînes de montagnes.
Et Staline, d'ailleurs, il a beaucoup exploité cette disposition topographique. Ça lui a permis de faire des frontières dans tous les sens et d'affaiblir les possibilités d'autonomie de tous ces territoires et de les inscrire dans une allégeance totale à l'Union soviétique. Alors d'un point de vue humain, ces sociétés sont majoritairement turcophones, sauf une, c'est le Tadjikistan, qui est iranophone. Et le fait que ça soit tous turcophones, logique turcophone, c'est là que s'exprime le fantasme d'Erdogan à développer cette diagonale turcophone qui part de la Turquie et qui va en direction de la Moldavie, de la Mongolie, pardon, de la Mongolie, et qui est un fantasme géopolitique ou géohistorique hérité, où Erdogan, après avoir échoué à mettre en place la diagonale turcophone sur les Balkans, on sait dans quelles conditions, eh bien, essaye de mettre en place et de renforcer cet axe, cette diagonale turcophone. Et une forte implantation musulmane. Alors, sur les musulmans, c'est une majorité sunnite, qui effectivement peut avoir des différences d'une région islamique à l'autre, mais qui est toute inscrite dans l'islam sunnite. Alors, compte tenu de ce passé commun, ancien et puis à l'époque soviétique, quelles sont aujourd'hui les relations entre ces diverses républiques? Est-ce qu'elles sont tendues ou au contraire, est-ce que sans créer quelque chose comme l'Union européenne, elles communiquent entre elles, elles échangent sur le plan économique? Alors, c'est les fonctionnements qu'elles ont entre elles, on peut sans doute retenir, en premier lieu, ce sont des fonctionnements mafieux. Et qu'effectivement, tous ces États ont à leur tête des oligarques de diverses manières, qui soient néo-soviétiques, qui soient islamistes. Et comme dans ces territoires, il y a des richesses considérables, notamment en matière de pétrole, eh bien, c'est la caste des oligarques de façon locale qui a pris le pouvoir et qui gère les relations de l'un à l'autre. Alors bien sûr, il peut y avoir des tensions qui sont héritées de l'histoire de chacun de ces territoires, mais je considère que sur tous ces pays qu'on a évoqués d'Asie centrale, ils s'appliquent les uns et les autres à rester maîtres chez eux et à ne pas s'engager dans des logiques militaires qui les affaibliraient les uns et les autres. Mais tous ces territoires, aujourd'hui, ont complètement échappé à la Russie, ce qui ne veut pas dire que dans l'autre sens, Poutine n'a pas toujours l'idée d'en récupérer quelques-uns de ces territoires. Alors, il y a encore des pays, justement, où il y a une population russophone, et avec la guerre qu'on évoquait dans une précédente émission, l'opération spéciale, à une certaine époque, il y a un certain nombre de jeunes Russes qui ne voulaient pas s'engager dans l'armée russe, qui se sont réfugiés au Kazakhstan, par exemple. Oui, il y en a beaucoup qui se sont réfugiés en Arménie, encore aujourd'hui. Et ils considèrent que c'est plus sûr encore d'être dans un pays chrétien que dans un pays musulman. Sur ce que vous évoquez des populations russes dans ces territoires d'Asie centrale, ils sont tous, de fait, rattachés à la logique soviétique et de l'Empire soviétique. Mais bien sûr, dans tous ces territoires-là, il y avait des implantations russes, puisque c'était des peuplements de colonisation, des colonisations de peuplement. Et ces Russes sont restés pour la plupart? Alors, pour la plupart, non. Ça, selon les pays, on voit que beaucoup sont rentrés en Russie, notamment au Kazakhstan, et d'autres sont restés. Et donc, pour le Kremlin, c'est toujours des appuis possibles pour l'avenir s'il y a des opportunités à récupérer ces territoires. Il est évident que Poutine étant inscrit de manière complètement épouvantable dans une logique à reconstituer l'URSS, là aussi on l'a sous-estimé. Mais c'est son idée, c'est pour ça qu'il voulait aussi mettre dans le coup de la Moldavie pour essayer de récupérer n'importe quel territoire et que on pouvait craindre qu'il ait divisé sur les États baltes. Les États baltes faisant partie maintenant de l'OTAN, s'est verrouillé de ce côté-là. Mais sur les pays d'Asie centrale, eh bien, il est bien évident qu'il n'y a aucun pays qui résisterait à l'armée russe si Poutine déclenchait une opération militaire spéciale en direction de ces États-là. Alors après, ça serait une autre logique, bien sûr. On ne va pas fantasmer en géopolitique fiction, mais parce que ce sont des pays musulmans, et donc là, il y aurait sans doute
des résistances et des rejets qui seraient bien plus considérables encore que ceux que Poutine rencontre aujourd'hui en Ukraine. Alors pour terminer, en quelques mots sur l'attractivité touristique de certains de ces pays. Ah ben, ces pays sont, d'un point de vue touristique, sont magnifiques. Effectivement, que ça soit Dushanbe, que ça soit Tachkent, que ça soit Bishkek en Kirghizie, ce sont des pays de steppe, donc des pays de haut plateau. C'est aussi les logiques des sociétés nomades. Donc c'est le fantasme des grands troupeaux de moutons ou des grands troupeaux de chevaux ou des grands troupeaux de chameaux. Et que là, chez les touristes occidentaux, ça fonctionne à plein. J'en connais qui sont allés, qui sont revenus très contents. Bien sûr. Alors là, j'ai un excellent contact, un ami qui est en Kirghizie et qui a fait des albums qui s'appellent, je m'en souviens plus, René Kania, qui a fait des albums superbes sur toute l'Asie centrale et sur la Kirghizie en particulier. Donc effectivement, ce sont des destinations merveilleuses. Mais cela dit, pour y aller, il faut faire attention à l'avion qu'on va prendre. Parce que ces avions-là aussi, qui sont pas forcément du dernier modèle, ils tombent. Et pas pour les mêmes raisons que Prigojine, mais ils tombent. Donc soyez prudents si vous y allez en avion. Voilà. Et dans les prochains numéros de Cartes en tête, eh bien, on visitera chacun de ces pays tour à tour qui constituent l'Asie centrale. Merci beaucoup. À votre disposition.